Salutations, chers auditeurs. Comme expliqué dans la vidéo d'introduction, publiée précédemment, j'ai été témoin, ainsi que ma famille, de phénomènes paranormaux de grande ampleur, durant mon adolescence. Initialement peu intéressé par ces mystères que je trouvais plutôt douteux, voire issus de l'imagination des témoins, j'ai progressivement développé un intérêt certain pour les énigmes de notre monde. Ainsi, je me suis plongé dans la lecture vorace de dizaines de livres, puis de centaines de livres. Cette quête de compréhension a éveillé en moi une passion pour les mystères et les phénomènes inexpliqués. Rapidement, je me rendis à de nombreuses conférences où je découvris un monde plutôt étrange, peuplé de passionnés, d'illuminés en tout genre, mais également des personnes extrêmement intéressantes, voire très énigmatiques. Ces rencontres variées m'ont ouvert les portes d'une réalité parallèle, où chaque échange nourrissait ma soif de savoir et attisait ma curiosité pour les mystères insondables de notre existence. Mais la face cachée de cet univers se révéla être bien plus sombre que prévu. Des stages exorbitants étaient animés, à la plupart du temps par de véritables escrocs et autres charlatans en tout genre, guérisseurs aux pratiques plus que douteuses, gourous enseignant des méthodes de méditation transcendantale en lien parfois avec l'ufologie, sifous de tai chi vantant les bienfaits mystérieux de l'Extrême-Orient. Je fus vite écœuré par ce business malsain et tenté de raisonner certaines personnes. Rapidement, je reçus des menaces plus que sérieuses. Ce monde, bien qu'intrigant, cachait en réalité un réseau complexe de manipulateurs exploitant la crédulité des individus en quête de réponses et de sens. Ma désillusion fut amère, mais elle renforça ma détermination à chercher la vérité et à développer, ainsi que dévoiler, les impostures qui se cachaient derrière les apparences séduisantes de certains de ces mystères. C'est alors que je fis la rencontre de Suzanne, une jeune femme pleine de vie et dotée d'une intelligence lumineuse. Nous échangeâmes nos numéros de téléphone et un soir d'été, je l'appelai. Elle m'avait parlé d'un cercle de discussion qu'elle avait fondé avec des amis. Ils se réunissaient une fois par mois et passaient la nuit à parler de sujets tels que l'ufologie, la cryptozoologie ou encore les phénomènes de hantise. Intrigué par ces discussions promettant d'explorer les mystères fascinants de notre monde, je décidai de me joindre à eux. Ce fut le début d'une série de rencontres captivantes où l'échange d'idées et d'expériences élargissait constamment mon horizon et nourrissait ma quête de vérité. L'ambiance y était bonne, et mes connaissances accumulées sur des sujets divers et variés concernant les phénomènes en tout genre, ainsi que mon sens du respect, me permirent de m'intégrer rapidement à ce petit groupe fort sympathique de passionnés. Nous passions de longues nuits à discuter sans relâche jusqu'au petit matin. Ces échanges nocturnes, empreints de curiosité et d'enthousiasme, renforçaient nos liens et approfondissaient notre compréhension des mystères qui nous entourent. Ensemble, nous explorions les frontières de l'inconnu, partageant nos découvertes et nos théories avec une ardeur renouvelée à chaque rencontre. Dans ce cercle animé par Suzanne, régnait une ambiance un peu mystérieuse. Les membres, ainsi que Suzanne elle-même, préféraient garder leurs petites réunions secrètes. Ils avaient évidemment un travail et des amis, et ne voulaient pas passer pour des illuminés notoires. Dans les années 90, sans l'Internet, les sujets mystérieux étaient encore un peu tabous, et les informations plus difficiles à vérifier, ce qui rendait les échanges d'autant plus précieux. Les discussions se faisaient donc à huis clos, à l'abri des regards indiscrets, où chacun pouvait librement partager ses idées sans craindre le jugement extérieur. Cette époque, marquée par l'absence de réseaux sociaux et de forums en ligne, conférait une aura particulière à ces réunions. Les informations étaient recueillies de manière traditionnelle, par le biais de livres, de magazines spécialisés et de rares émissions de télévision, ce qui ajoutait une dimension presque sacrée à nos échanges. Il y avait aussi cette boîte à chaussures, où les membres pouvaient mettre un peu d'argent à chaque fin de séance. Cet argent servait à nous tous, permettant d'acheter du bon vin à déguster pendant les réunions, accompagné de quelques amuse-bouches de qualité. Cette petite contribution créait une ambiance conviviale et chaleureuse, transformant chaque rencontre en un moment d'échange et de plaisir partagé.
Le rituel de la boîte à chaussures symbolisait notre engagement collectif et renforçait notre sentiment d'appartenance à ce cercle unique. Au bout de quelques mois, je reçus un appel téléphonique de Suzanne, qui voulait me rencontrer en dehors de ses séances de discussion. Nous nous sommes vus ce jour-là dans un bar. Un peu surpris, je lui demandai pourquoi elle voulait me voir urgemment. Elle me confia qu'elle faisait elle-même partie d'un autre cercle, où elle était simplement membre. Elle avait parlé de moi à un certain David, qui souhaitait me rencontrer. Intrigué par cette proposition inattendue, je ressentis une pointe de curiosité mêlée d'appréhension. Qui était ce David? Et pourquoi tenait-il à me voir? C'est ainsi que je me retrouvais embarqué dans une nouvelle aventure, potentiellement riche en découvertes, mais aussi en mystères et en révélations. Ma rencontre avec David fut relativement étrange. Je découvris une personne très sombre, charismatique et raffinée, doté d'un fort magnétisme personnel. Il parlait toujours calmement et clairement, d'une voix profonde et mystérieuse, et avec un vocabulaire érudit. Son aura captivante et ses discours intrigants m'ont immédiatement fasciné, tout en éveillant en moi une certaine appréhension. Chaque mot semblait peser, chaque phrase était une invitation à plonger plus profondément dans des mystères encore inexplorés. David incarnait à la perfection le mystère et l'énigme, ajoutant une nouvelle dimension à ma quête de vérité. Son domaine à lui, c'était l'occultisme. Dans son cercle, les membres étaient extrêmement sérieux et énigmatiques. Ici, les séances de spiritisme, les tentatives de création ectoplasmique et les invocations d'entités mystérieuses étaient monnaie courante. Ces pratiques, menées avec rigueur et respect des traditions occultes, ajoutaient une dimension profondément mystique et troublante à nos réunions. Chaque séance était une exploration audacieuse des frontières de l'inconnu, où le sérieux des participants et l'atmosphère solennelle conféraient un poids particulier à chaque rituel. Sous la direction de David, chaque invocation devenait une expérience captivante, teintée de fascination et de respect pour les forces invisibles que nous tentions de comprendre. Mais malgré le fait que j'assistais de mes propres yeux à des phénomènes inexplicables, relativement fascinants, comme la baisse drastique de la température dans la pièce, au point de voir du givre se former sur les vitres du salon en plein mois de juillet, ou encore des silhouettes fantomatiques cachées dans les ombres, des voix perceptibles et des tables qui tournaient en se soulevant sous nos mains, je découvris rapidement que cette joyeuse petite bande était orientée vers le satanisme. Pas un satanisme de bas étage, non, mais plutôt une forme de satanisme originel et complexe. Lorsque David entrait en transe, ses yeux devenaient blancs et sa voix semblait provenir d'outre-tombe. Les membres fascinés entraient également en transe, donnant lieu à des scènes impies et profondément malsaines. Les rituels s'enfonçaient dans une noirceur insondable, révélant une dévotion inquiétante aux forces obscures. Chaque séance devenait une plongée de plus en plus terrifiante dans un abîme de mystère et d'horreur, où le langage érudit de David ne faisait qu'accentuer la gravité et l'étrangeté des pratiques. Les invocations résonnaient avec une intensité qui faisait frissonner même les plus sceptiques, et la fascination morbide des participants pour ces forces ténébreuses rendait l'atmosphère encore plus oppressante. L'aura de mystère et de danger qui entourait ces rencontres occultes transformait peu à peu la curiosité initiale en une peur palpable, imprégnant chaque recoin de la pièce d'une menace invisible mais omniprésente. Je quittai rapidement ce cercle occulte, expliquant à Suzanne que j'en avais assez vu. Bouleversé et fasciné, j'entrepris moi-même mes recherches sur l'occultisme. Bien des années plus tard, je compris que ce cercle, David y compris, malgré ses connaissances et son sérieux, ne connaissait absolument rien dans la matière et était à 1000 lieues de comprendre le mécanisme et l'origine de ces phénomènes. Ainsi, avec le recul, je compris que mon expérience avec ce cercle occulte n'avait été qu'une étape dans un voyage bien plus vaste et complexe. Un voyage qui en a conduit beaucoup, jusqu'au cœur de la folie. Plus tard, Suzanne quitta également ce cercle occulte et me fit des révélations pas vraiment surprenantes.
Les frères L'Huillier, des jumeaux, sorte de Bogdanov de l'occulte, avaient eu des problèmes avec la justice. Sébastien, l'un des frères, récupérait des crânes humains dans un vieux cimetière que je visitais par la suite. Complètement délabré, ce cimetière révélait des squelettes à travers des cercueils vermoulus par le temps, sous le regard invisible des anges de pierre acéphales. Sébastien gravait manuellement ces crânes avec des symboles et les revendait sur le marché noir du monde de l'occulte. David, quant à lui, organisait des orgies et fut inculpé pour agression sur plusieurs jeunes femmes. Les révélations de Suzanne jetaient une lumière sinistre sur les activités de ce cercle. Derrière le vernis de mystère et de fascination se cachait une réalité sordide et corrompue. La règle numéro 1 du monde de l'occulte est de ne jamais en parler à un non-initié. Vous pouvez côtoyer une personne toute votre vie sans jamais savoir qui elle est vraiment et dans quoi elle évolue. Qui est véritablement votre avocat de famille ou encore votre conseiller bancaire? Peut-être évolue-t-il entre un compas et une équerre, ou affectionne-t-il particulièrement l'odeur de la rose? Et que dire de votre sympathique boulangère de campagne que vous connaissez depuis votre enfance? Peut-être que certaines nuits de pleine lune, elle se rend dans la forêt, au sabbat. Ce monde caché où les identités et les pratiques sont dissimulées derrière des masques quotidiens est un labyrinthe d'énigmes. Chaque rencontre peut dissimuler des secrets insondables et les apparences les plus innocentes peuvent cacher des affiliations aux arts occultes les plus anciens. Dans cet univers, le silence est d'or et la discrétion est reine. Préservant des mystères qui défient l'entendement et protègent des vérités que peu sont prêts à affronter. Et que dire de ce bar où vous avez pour coutume de prendre votre café le matin et qui semble fermé à partir de 23h? Fermé au public, mais peut-être pas pour tout le monde. Le bar au maître, pour les profanes, mais le bar au maître, pour une minorité. Je suis passé cette semaine devant un bar au nom évocateur, et j'ai demandé quel jour se réunissait le cercle. Le regard de la patronne se figea, et après une conversation plutôt intéressante, je décrochai une invitation pour samedi vers minuit, donc demain. Sur ce, je vous dis à bientôt, chers auditeurs, et prenez soin de vous.